L'immobilier baisse dans les principales, les plus grandes villes de France. La BCE augmente ses taux et par voie de conséquence, les banques commencent à augmenter leurs taux. Bref, la situation semble un peu brouillée pour les investisseurs immobiliers. Et aujourd'hui, pour pouvoir en parler, j'ai invité un spécialiste de l'investissement en immobilier. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, l'immobilier, pour moi, c'est un peu ténébreux en ce moment. Et vous le savez, personnellement, je ne suis pas un grand investisseur immobilier. Et c'est pour ça que j'ai demandé à un investisseur de venir avec moi pour faire une interview et pour qu'il nous parle de ce qui se passe actuellement dans l'immobilier et peut-être des façons d'investir que l'on peut mettre en place. J'ai donc invité Bruno Roico, qui est un spécialiste de l'investissement immobilier et qui a écrit un livre, Les 107 principes pour investir comme un pro, un livre dont j'avais parlé il y a déjà quelques années sur cette chaîne. Je vous mets un lien quelque part pour que vous puissiez aller voir la vidéo qui est tout encore d'actualité, mais pas avant que vous ayez vu l'interview. Vous attendez avant de cliquer. Bon, Bruno Roico, bonjour. Bonjour François-Xavier, comment est-ce que tu vas? Ça va bien, merci. Et toi? Très bien, je suis très ravi d'être sur cette chaîne et de pouvoir parler à toute ton audience de Draw My Economy. Bon, tant mieux. Alors, voilà, aujourd'hui, on va voir 5 grands points qui me semblent importants. D'abord, est-ce que c'est le moment d'investir? Puis, la remontée des taux, est-ce que c'est un problème? Ensuite, est-ce que le marché ne risque pas de continuer à baisser, voire de s'effondrer? Et puis, une fois qu'on sera rassuré sur ces points, parce que je pense que tu vas nous rassurer, en tout cas j'espère, sinon l'interview s'arrêtera là. Mais si tu arrives à nous rassurer, ça sera plutôt les principes de base pour investir dans l'immobilier et puis les conseils pour un achat réussi. Et pour ceux qui regardent cette vidéo et qui veulent passer un des thèmes, il y a un timecode, donc vous pouvez passer très rapidement d'un sujet à l'autre. Le timecode est dans la description. Et si vous voulez éviter un sujet, vous le passez, il n'y a aucun problème. Alors, on va commencer. Tout d'abord, est-ce que c'est le moment d'investir en ce moment dans l'immobilier? Ah, la question fatidique. Et je vais faire une réponse courte, une réponse longue. La réponse courte, oui, c'est toujours le bon moment d'investir dans l'immobilier. Vous avez sans doute entendu, la meilleure moment, c'était il y a 20 ans et l'autre deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé une des vidéos que tu as fait récemment sur la question du crack potentiel immobilier à venir. Et c'est vrai que quand on parle immobilier, il y a des grosses imaginaires qui viennent, etc. Et juste pour que tout le monde comprenne et qu'on soit sur la même longueur d'onde, en fait, l'immobilier, il y a l'aspect macroéconomique de l'immobilier. Et puis, il y a l'aspect microéconomique, local, rue par rue, investissement par investissement, transaction par transaction. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours. Et donc, j'accompagne des gens pour investir. Et effectivement, en fait, l'avantage du marché immobilier, c'est que ça se joue au final très micro, très local. Et donc, oui, si on fait les bonnes choses en très local, il y a toujours la bonne manière, c'est toujours le bon moment d'investir. Voilà pour la réponse courte. Juste, est-ce que ça te convient comme réponse courte? Ah oui, c'est très bien comme réponse courte, il n'y a pas de Est-ce problème. qu'on développe? On peut développer parce que donc je comprends que l'idée, c'est peu importe la macroéconomie et le risque qu'il y a sur l'ensemble de la France sur l'immobilier, ce qui compte, c'est l'endroit où Monsieur Dupont, ou alors moi, mettons, vais investir mon argent dans l'immobilier, le quartier, la ville, la rue dans laquelle je vais investir. C'est ça? Exactement. Et plus que Ok. l'endroit, alors je vais juste te partager une petite image. J'adore les graphiques. Ici, on a Alors, les trois dimensions, donc les trois côtés du triangle de l'enrichissement en immobilier locatif à crédit. Alors, je dis bien immobilier locatif à crédit. Si on fait de l'immobilier, sa résidence principale, on ne rentre pas dans ce cadre. Mais là, je pense qu'on est dans le cadre de l'investissement et à crédit aussi parce que finalement, 80% des investissements aujourd'hui se font à crédit. Donc, les trois dimensions, la plus-value, le cash flow et la capitalisation. Donc, capitalisation, c'est toujours le cas. On en reparlera un peu ensuite. Est-ce que la hausse des taux va avoir une influence? Prenons juste le côté plus-value. Aujourd'hui, quand on dit est-ce qu'il va y avoir un crack immobilier, on finalement se réfère toujours à cette partie évolution du marché, donc qui n'est pas à notre contrôle au final. Mais si on parle localité par localité, deal par deal, transaction par transaction, il y a vraiment deux autres facteurs sur lesquels on peut agir sur la plus-value potentielle. C'est la décote, c'est-à-dire bien acheter. Et ça, c'est plus des ressorts de avoir un bon réseau, réussir à négocier correctement. Et puis la rénovation, et là, ça prend des compétences plus de savoir
réussir à se projeter dans un bien et faire des rénovations qui donnent un coup de cœur et qui donnent une plus-value et une valeur supérieure à la moyenne du marché. Et puis d'autre côté, il y a le cash flow. Et ça, malheureusement, quand on parle du crack immobilier, etc., on en parle très peu. Donc le cash flow, c'est quoi? C'est un mauvais mot anglais pour dire la trésorerie. Elle peut être positive ou négative. Et en fait, ça dépend de ce qu'on encaisse, donc les loyers, qui va dépendre même de l'exploitation. Et puis ensuite, tu as les charges et la fiscalité qui vont venir se soustraire. Donc en fait, quand on parle, est-ce que le crack immobilier, est-ce que c'est toujours intéressant d'investir? On parle surtout d'évolution du marché. En fait, il y a ces 6 facteurs-là à prendre en compte. Il y a aussi la décote, la rénovation, le type d'exploitation et la fiscalité. Donc, on peut agir sur tous ces aspects. Et si on agit bien, c'est pour ça que je dis oui, l'immobilier est toujours intéressant quand il est bien fait et quand il prend en compte ces multiples dimensions. D'accord. Et alors, du coup, ma question suivante, c'est est-ce que la remontée des taux qu'on a actuellement, donc dans les banques, tout le monde s'aperçoit que c'est de plus en plus difficile d'emprunter et qu'on emprunte à des taux de plus en plus élevés. Et c'est en partie dû à la BCE, mais enfin, on n'est pas là pour faire un cours de macroéconomie, mais est-ce que la remontée des taux, c'est pas devenu un véritable problème pour l'investisseur immobilier? Ok, très bonne question. Effectivement, tu l'avais évoqué dans ta vidéo où tu parlais du crack, où j'essaie de résumer ta pensée ou ton propos. C'était que, effectivement, s'il y a des taux qui augmentent, la capacité d'épargne des acheteurs va baisser et du coup, ça va faire baisser la demande de l'immobilier. Tout à fait Euh, ça. il y a aussi, donc ça effectivement, on va le voir un peu sur est-ce que les prix vont chuter. Donc ça a un impact, mais en fait les taux immobiliers, en plus de ce que tu disais dans cette vidéo précédente, c'est aussi une manière d'évaluer si son investissement est plus rentable ou pas. Parce qu'effectivement, le taux est plus haut, donc la charge financière chaque mois est plus élevée. Donc si tu retranches ça au loyer, tu as une rentabilité qui va baisser. Donc tu peux te dire, oui, effectivement, c'est vraiment une conjoncture qui est mauvaise pour moi qui pensais investir. Donc, face à ça, bah, il faut quand même se rappeler de certaines choses. Déjà, la hausse qui est prévue des taux, elle va être estimée peut-être à 3 à 4% dans 1 ou 2 ans. C'est ce qui est à peu près vu. Je ne sais pas si c'est ce que tu as pu voir ici et là, mais on va pas Oui. monter à 7, 5, 6, 7, 8%. Ce n'est pas ce qui est prévu. Ah oui, On oui, sait on est jamais. d'accord. Oui, on est d'accord. Oui. Mais en fait, cette hausse, même si ça va jusqu'à 3% en 2023-2024, bah, il faut se dire que on a été mal habitué dans les 6 dernières années où les taux étaient historiquement au plus bas historique. Et donc, on resterait quand même sous un taux d'emprunt qui est élevé. Je ne sais pas, demander à n'importe qui a fait un emprunt il y a 10 ans, on était à 4%. Donc, voilà, si on prend un petit peu de hauteur, on se rend compte que ce n'est pas si dramatique que ça. Ok. Donc là, c'est la question vraiment de se dire prenons un peu d'auteur. Et puis demain, si ça remonte, bah alors dans ce cas-là, on se dira ah bah c'était bien que j'achète en 2022 où il y avait encore les taux. Aujourd'hui, on a encore j'ai regardé 1,9 ce matin en moyenne pour un taux moyen sur 20 ans. Bah on se dira ah j'aurais peut-être mieux fait d'investir en 2022 parce qu'aujourd'hui c'est à 2,5, 3. Donc Mm. si on est dans cette conjecture, bah oui, effectivement, autant en profiter maintenant. Maintenant, j'entends quelqu'un qui va me dire, oui, mais dans ce cas-là, les prix vont augmenter aussi. Du coup, moi, peut-être que je vais attendre, mais du coup, les taux risquent d'augmenter aussi. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, en fait, ce qui est intéressant avec les taux, c'est qu'ils sont renégociables. Donc, 2 scénarios. Vous faites un emprunt maintenant qui est à peu près à 2% de taux d'intérêt sur 20 ans. Si demain, les taux ont augmenté largement, bah, vous êtes gagnant. Si demain ça rebaisse, ce qui est fortement possible, on ne sait pas la manière dont les banques centrales ont géré les taux directeurs. Voilà, aujourd'hui, ils sont un petit peu bloqués parce qu'ils sont tellement bas qu'ils ne peuvent plus, ils peuvent plus faire grand-chose. Bah, si ça rebaisse, eh ben, il suffira de renégocier pour retrouver. Donc, dans les 2 scénarios, vous êtes plutôt gagnant à investir et à faire un taux, à faire un emprunt maintenant. Ok. Est-ce que ça te semble cohérent? Si tu as une question, n'hésite pas. Oui, 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 non, ça me semble cohérent. Moi, mon questionnement, en fait, c'était que ça rejoint un peu la question suivante. En fait, si on a un marché, le fait que les taux augmentent,
Il y aura donc moins d'acheteurs potentiels et ça risque d'entraîner une baisse du marché. Et alors même s'il reste bas, hein, on est d'accord, être en dessous de 2%, c'est encore super bas, quoi. Mais moi, je me souviens que j'avais acheté quand j'avais une vingtaine d'années, je devais être à 4%, hein, donc 2, c'est encore super bas. Mais je veux dire, les taux montent, donc il y a moins de gens qui peuvent acheter. Du coup, il y a une baisse du marché de l'immobilier. Et on le voit là, à Paris depuis 7 mois, on le voit dans les grandes villes, c'est visible. C'est pas encore visible dans les villes moyennes comme Bayonne qui continuent à flamber, mais c'est visible dans les grandes villes. Et donc, est-ce que j'ai vraiment intérêt d'acheter aujourd'hui si, en fait, le marché est baissier? Est-ce que c'est vrai que je me retrouve coincé sur est-ce qu'il faut que j'achète aujourd'hui avec un taux de 2%, avec un marché qui est relativement haut, ou est-ce qu'il faut que j'attende un an, que j'achète avec un taux de 3% dans un marché qui aura baissé? Donc c'est un peu mon interrogation. Si je voulais investir en immobilier, ça serait la question que je me poserais, c'est je le fais aujourd'hui ou je le fais dans 12 mois, quoi. Quel est Ouais, le... c'est une très bonne question. Regarde, je te partage juste une petite image. On va regarder 5 Ouais. secondes les facteurs influents les prix Excuse-moi, en immobilier. hop là, voilà. Donc, on voit ici les facteurs influents les prix en immobilier. Tu vois, le prix est au milieu là. Tout le reste est plus ou moins imbriqué, corrélé, conséquentiel ou une causalité. Et donc, en fait, c'est vrai que les prix en immobilier, l'offre et la demande, c'est quelque chose il y a beaucoup de rouages. Et en fait, la conclusion ne peut jamais être de le taux va augmenter, donc les prix vont baisser. Si je pourrais aller complètement à l'inverse et prendre une autre donnée et te dire que, ben, en fait, aujourd'hui, l'inflation monte, donc les prix des matériaux montent. J'ai un autre graphique qui est, en fait, les prix de l'immobilier sont plus ou moins corrélés avec les prix des biens et services, donc l'inflation entre guillemets. Donc en fait, il y a tellement de facteurs qui font que ça peut arriver ou ça peut ne pas arriver. Moi, mon consensus, et de près ce que je lis, voilà, je me documente beaucoup sur voilà, tout ce que les économistes font. Quelque chose de très bien suivre, c'est la Caisse des dépôts et des analystes bancaires. Ben, en fait, ils prévoient potentiellement le max qu'il pourrait y avoir de baisse, c'est 15%. Et encore, 15%, c'est sur une période de 2-3 ans, parce que l'immobilier, énormément d'inertie. C'est bon, tu peux fermer la fenêtre si tu veux. Il y a énormément d'inertie. Donc, 15%, est-ce qu'on ne peut pas appeler ça un crack? La tendance Ah et le oui. consensus qui se développe, c'est plutôt il va y avoir un ralentissement de la hausse des prix plutôt qu'un crack. Et même s'il y a ce ralentissement, bah, au final, il est assez conjoncturel parce qu'il y a vraiment des grosses tendances lourdes. En fait, tu vois, quand je t'ai montré le graphique, il y a des facteurs qui ont plus d'impact que les autres. Je vais te donner deux cas. En fait, pour que les prix descendent, voilà la courbe de l'offre et de la demande, il faut que la demande baisse et que l'offre augmente. C'est comme dans n'importe quel marché d'établissement des prix, c'est comme ça. Or, en immobilier, on peut se dire, et comme tu l'avais très bien dit dans ta vidéo précédente, oui, effectivement, la demande risque de baisser parce que les gens vont avoir une plus grande difficulté à emprunter, parce que les gens, avec l'inflation, vont avoir des dépenses auxquelles ils vont devoir subvenir et donc ils ne peuvent plus acheter, ils ne sont plus dans la capacité financière d'investir. Et puis même en termes de morale, les gens ils se disent ouais, c'est peut-être on n'est pas prêt à se lancer dans un projet immobilier maintenant, quoi. Mm. Euh, donc, on peut dire ça, mais à l'autre côté, en face, il y a des facteurs qui sont beaucoup plus lourds, des moteurs qui sont beaucoup plus gros, qui font que ils continuent à avoir une demande soutenue. Ne serait-ce que la démographie. Aujourd'hui, la répartition des foyers français avec les divorces, les familles monoparentales, les jeunes qui sont de plus en plus mobiles, qui partent de plus en plus tôt de chez leurs parents, puis la démographie, même le solde naturel de la France continue à augmenter. Donc en fait, cette demande, on voit bien qu'elle est énorme. C'est comme se dire, une fourmi va au sud, mais elle est sur le dos d'un éléphant qui va au nord, globalement, on va au nord, quoi. On voit bien que la force des critères et des facteurs en jeu n'est pas du tout la même. Pareil, là, on a parlé de la demande. Pour qu'il y ait une baisse des prix vraiment catastrophique, il faudrait qu'il y ait une augmentation de l'offre. Tellement d'offres qu'on ne sait plus quoi en faire et du coup, les vendeurs sont obligés de baisser leur prix. Donc, tu l'avais dit dans ta vidéo aussi, l'augmentation de l'offre, ça peut venir des gens qui n'arrivent plus à payer leur crédit et effectivement qui soient obligés de vendre. Donc, Mm. ça, c'est conjoncturel peut-être, mais en face, il y a aussi des forces très très importantes qui fait que structurellement,
en France, il y a un déficit de logement. Enfin, on l'entend chaque année, hein. On n'a pas construit assez, etc. Bon, on ne prend pas en compte les logements vacants, mais c'est vrai qu'il y a d'autant plus de logements vacants et avec les réglementations thermiques qui vont arriver, bah, peut-être que ça va augmenter encore la baisse de l'offre. Donc, voilà, structurellement, il y a des contrebalanciers qui font que je ne vois pas comment ça peut vraiment faire un crack aussi fort. Oui, 15%, ça me paraît possible. je t'interromps 2 secondes effectivement sur les nouvelles normes écologiques et de rénovation thermique. C'est évident, je crois que j'ai fait une vidéo dessus, je ne sais pas si elle est diffusée ou si j'en ai une en préparation, je ne me rappelle plus où j'en suis, mais Je l'ai pas vu. j'ai une vidéo en tout cas dessus, soit prête, soit qui va sortir, où je parle de ça et où effectivement on va avoir une baisse de l'offre locative et où il y a beaucoup de gens où ça va être encore plus difficile de trouver finalement un logement parce que concrètement, le propriétaire n'a pas les moyens ou alors c'est pas rentable pour lui de faire les travaux. Et du coup, eh bien, il préfère vendre son bien classé F ou G. Il préfère le vendre ou il préfère ne pas y toucher et puis on verra bien ce qui se passe que de faire les travaux et de mettre un locataire dedans. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà. On voit notamment qu'il y a beaucoup d'appartements qui étaient pour de la location et qui maintenant se retrouvent à la vente parce que les gens ne veulent pas investir dans la rénovation thermique. Et ça risque de créer effectivement une pénurie de logements locatifs. Ça, c'est clair. Ouais. Ouais, et du coup, bah, en fait, Ça. ça dépend de quel côté de l'équation tu te situes. Si tu te situes du côté investisseur qui qui se demande si c'est le bon moment d'investir, bah, tu pourrais voir la chose du côté positif en disant, bah, justement, là, il y a des biens qui vont arriver avec la décote, et moi, ma compétence, c'est de le rénover et de le mettre plutôt premium, plutôt au-dessus du marché moyen. Donc, j'aurais pas de mal à le revendre ou à le louer parce qu'au final, l'offre baisse. Et d'un autre côté, j'aurai plus de possibilités de négocier, de décoter, parce que je sais qu'il y a cette loi qui oblige des acheteurs, des vendeurs à vendre, des propriétaires à vendre. Donc en fait, bien évidemment, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si j'étais un méchant capitaliste, je dirais, bah, c'est trop bien. Au final, on se retrouve tous à chaque fois acheteurs et vendeurs à un moment donné de sa vie, où on peut être acheteur, investisseur, et puis à un moment, on va devoir arbitrer son patrimoine, donc on se retrouve dans une mauvaise posture. Donc il faut essayer de se positionner du bon côté de l'équation à chaque fois. Et encore une fois, c'est ce que je disais au début, hein, l'immobilier, c'est macro. Après, à nous et à chacun d'essayer de faire en sorte qu'on soit, là, quand j'ai montré la petite pyramide au début, d'avoir les biens qui sont corrects au niveau de la décote. Et c'est-à-dire que là, si j'ai dit que le consensus, c'est peut-être moins 15% qui va arriver dans les 2 ans qui viennent, essayez d'acheter des biens qui sont au moins 15% en dessous du prix du marché. Comme ça, même si la décote se passe, on est à zéro, et pour autant, on aura son cash flow peut-être qui vient à côté, quoi. Donc, D'accord, oui. voilà. L'idée, c'est un peu une idée que moi j'aime bien dans les actions. Donc ça se rapproche, c'est-à-dire acheter un bien qui serait déjà très en dessous de sa valeur, qui serait déjà très décoté pour éviter ou amoindrir une baisse éventuelle générale du marché. Exactement, exactement, c'est Ok. exactement ça. Et juste pour finir, si tu permets, toujours pour revenir au point, est-ce que c'est le bon moment d'investir? Là, on a parlé plusieurs fois, on a donné le mot-clé Pardon. inflation. Finalement, l'immobilier, OK, si demain, l'un d'entre vous veut demander une augmentation à son patron pour s'adapter à l'inflation. Alors, l'inflation est à 5, donc je voudrais, s'il vous plaît, monsieur patron, madame patron, on n'est pas misogyne, 5 d'augmentation sur mon salaire. En fait, je ne sais pas quelle va être la réponse, mais vous n'avez pas le contrôle dessus, et il est plus probable que ce soit: «Ah, c'est un petit peu difficile», et cetera. Dans l'immobilier locatif, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a les loyers qui sont gérés par l'indice de référence des loyers, ce que je vous voyez ici. Et donc ça, c'est la courbe de 2004 à 2022, donc il y a presque 20 ans d'historique. On voit que cette courbe, elle monte tout le temps. Donc même si on prend la crise de 2008, elle a baissé, je crois, de 0,1. Donc en fait, si en face, on a on va dire une charge financière, donc son emprunt qui est à taux fixe, parce que ça, c'est un gros avantage qu'on a en France, c'est que les prêts sont à taux fixe. On sait combien on va dépenser pour rembourser son emprunt. En face de ça, pour rembourser cet emprunt, en réalité, les loyers ne font qu'augmenter. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est un des vecteurs les plus puissants et des plus sûrs
pour s'adapter, s'ajuster à l'inflation. Donc, les euros que vous aurez mis dans l'immobilier seront indexés à l'inflation sans même que vous le demandiez, parce qu'en fait, cette courbe de référence des loyers, il suffit juste de l'appliquer. En fait. Vous avez besoin de demander à personne pour l'appliquer. Voilà. Avec juste un bémol, Ouais. c'est que, par exemple, là, on a une inflation. Si le gouvernement avait suivi l'inflation, on aurait eu un indice qui aurait été de plus de 5%. Et le gouvernement, en accord avec des syndicats de propriétaires et de locataires, j'ai jamais su comment on arrivait à se syndiquer en étant propriétaire ou locataire. Moi, j'ai toujours été locataire et j'ai été propriétaire aussi, mais je louais mes biens. Ouais. Dans les deux cas, j'ai jamais été membre d'un syndicat, donc je ne sais pas en quoi ils sont représentatifs, mais peu importe. Ce que je veux dire, l'indice, il aurait dû augmenter de plus de 5%, et là, suite à une conversation du gouvernement avec des syndicats soi-disant représentatifs, il a été limité à 3,5. Donc, on a quand même la possibilité que le gouvernement empêche l'indice de suivre vraiment l'inflation. C'est vrai, je suis complètement d'accord et en fait, tu vois, dans chaque, argument, on pourrait prendre le côté pour et le côté contre et même pour appuyer ton propos, je pourrais dire que, bah, ouais, mais en fait, si l'inflation augmente, les réparations ou l'entretien que je vais faire dans mon bien, bah, ça va me coûter plus cher. Donc en fait, Ouais. je vais pas m'y retrouver. Donc effectivement, à chaque fois, il faut prendre les 2 côtés, mais globalement, si on arrive à agir sur tous les leviers, à la fois une bonne décote, à la fois faire des bonnes rénovations à un prix, une bonne rénovation, qu'est-ce que c'est en investissement locatif? C'est, un bon ratio, coût, durabilité, prix. Qualité, durabilité, prix. Donc, c'est pas la même chose que quand tu fais des travaux pour ta résidence principale où tu vas peut-être plus chercher de l'esthétique, et cetera. Pareil, en termes d'exploitation, il faut essayer de pas faire, de pas faire une exploitation en nu qui soit pas du tout optimisée fiscalement. Il y a des choses qui peuvent être faites. Donc, pas la peine d'aller chercher les extrêmes dans chaque. Et c'est pas mon propos. Et de toute façon, j'ai pas envie de vendre du rêve dans ce sens-là. Mais par contre, aller piocher dans les différents bassins d'optimisation, et ben, tu peux arriver et finalement, tu vas réussir avec très peu de risques. Si on compare investir dans une entreprise, par exemple, tu vas prendre moins de risques parce que tu as aussi beaucoup plus de contrôle personnel. Quoi. Donc, après, bon, bien sûr, je prêche pour ma paroisse. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la croyance. Et quand on regarde macro, effectivement, ça peut faire peur. Mais quand on va dans point par point, on peut être un petit peu plus intelligent, un petit peu plus au-dessus de ce que la moyenne suggérerait. Bon. Alors, mettons que je veuille investir en immobilier, j'ai un peu d'argent, je ne sais pas encore si je le fais ce mois-ci ou dans un an, mais j'ai l'intention d'investir en immobilier. Quels sont les principes de base de l'investissement en immobilier? Moi, on va dire que j'y connais rien du tout. Ça fait 20 ans que je n'ai pas investi dans l'immobilier, donc quels sont les principes de base sur lesquels je dois me repérer, me mettre pour faire un bon investissement immobilier? OK. Bah, alors c'est hyper important, comme tu dis, les bases. Moi, ce que je fais, tous les jours, j'aide des gens qui ont envie d'investir. Je sais pas si tu vois, enfin, je sais pas si tu as déjà vu ce sondage, les CSP+. Donc CSP+, ça peut faire un peu hautain, mais finalement, c'est, les cadres, les professions intermédiaires, les artisans et créateurs d'entreprises. Donc ça représente, une assez grosse partie de la population. Quand tu les interroges, 70% ont et aimeraient investir dans l'immobilier. Et finalement, dans les faits, il y a à peu près 10% de ces gens-là qui ont réussi à investir dans l'immobilier locatif. Donc en fait, entre les 10% et les 70%, on voit qu'il y a une grosse déperdition. Et finalement, il y a un aspect, on va dire peut-être technique, mais au final, l'immobilier, c'est pas si compliqué que ça. Je mets des guillemets parce que pour certains, ça peut paraître. C'est compliqué facialement, mais c'est surtout beaucoup psychologique. Donc, moi, avant de te donner et avant de donner aux gens qui t'écoutent, qui ont l'habitude de t'écouter, des conseils, des astuces, des tactiques, etc., je pense que le plus important, c'est déjà de connaître son profil psychologique. Et c'est souvent là qu'on voit qui est le mieux pour démarrer, pour avoir les fondations et qu'on peut, à partir de là, avancer. Si je te mets, est-ce que tu peux mettre juste le petit graphique? Ça, c'est quelque chose qu'on a en interne pour essayer de classer quelqu'un. Donc, si vous nous écoutez, peut-être que vous allez vous reconnaître dans un de ces profils qui est en fait sur 3 dimensions. Le savoir, donc savoir, compétence, l'action slash l'autodiscipline, c'est-à-dire entre savoir et faire, bah, il y a un gap, celui de passer à l'action justement, et puis la tolérance au risque. Donc, techniquement, celui qui a, donc ça va de 0 à 1,
pour schématiser, hein, voilà, celui qui a tout, qui maîtrise le savoir, qui sait passer à l'action de façon cohérente et qui a une grosse tolérance au risque, bah là, on est déjà dans les investisseurs avertis. Si vous écoutez Droma Economy et que vous avez jamais investi, vous n'êtes sûrement pas dans cette catégorie. Et à l'inverse, il y a ceux qui ne veulent même pas savoir. Non, l'immobilier c'est nul. De toute façon, je passerai jamais à l'action. Et puis, de toute façon, j'ai pas envie de prendre de risques. Donc là, c'est, allez, on va dire anti-investisseur. Il n'y a pas le mindset pour. Donc, si vous nous écoutez, peut-être que vous allez mettre des commentaires négatifs sur oui, mais il raconte n'importe quoi sur l'immobilier. De toute façon, il y a ci, il y a ça. Peut-être que vous vous situez dans cette catégorie. Et ben, en fait, on peut rien faire. Je pourrais pas vous aider vraiment. Maintenant, il y a sur la deuxième ligne, il y a des gens qui vont avoir plus le savoir ou plus la tolérance au risque ou plus les capacités de passer à l'action. Donc voilà, si je les ai nommés, théoricien, le kamikaze et l'exécutant. Et puis, donc ça, ces gens-là, c'est bien. Ce que je leur dirais, c'est déjà avant de se lancer, essayer d'aller chercher une deuxième, vers un deuxième pilier. Par exemple, si vous êtes un théoricien, le savoir, bah juste, ok, la tolérance au risque, c'est les deux manières de faire, c'est soit de l'être, donc c'est inné, c'est un petit peu utile, soit de se faire aider par quelqu'un ou de se faire accompagner ou d'avoir quelqu'un qui connaît déjà et qui vous dit ok, ça tu peux le faire, n'aie pas peur. Un petit peu comme quand on est enfant, on se met à marcher, mais en fait on y arrive parce qu'il y a quelqu'un qui nous tient la main à côté les premières étapes, quoi. Donc soit ça, mais en fait le plus simple pour vous ce serait peut-être de commencer à se dire je passe à l'action. Par exemple, dans l'immobilier il y a plein de choses qu'on peut faire sans s'engager, sans engager une grosse responsabilité. Commencer à étudier quelques villes, commencer à faire une ou deux visites. En fait, ça n'engage à rien et ça va vous permettre d'augmenter dans cette nouvelle dimension-là. Et puis, moi, ceux que j'aide principalement, parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont avoir le besoin du boost final, ils sont bloqués, mais ils sont presque arrivés. Ils ont 2 des 3 piliers là, ici, savoir et tolérance au risque. Mais voilà, ils procrastinent, ils n'arrivent pas à passer l'action, à avoir suffisamment d'autodiscipline parce que l'immobilier, ça demande à s'engager un petit peu. Quand on cherche un immobilier, on ne va pas le trouver, hop, un claquement de doigts sur le bon coin demain. Non, il va falloir peut-être faire une visite, appeler un agent. Et en fait, quand je dis un et une visite, tu multiplies par 10 pour avoir quelque chose finalement et trouver une bonne affaire. Après, de l'autre côté, celui qui est capable de passer à l'action et qui a une forte tolérance au risque, mais qui ne s'est jamais vraiment trop informé. Donc là, on va plutôt appeler ça un naïf. Alors, le naïf, il peut avoir fait déjà un investissement ou pas, et qu'il soit un investissement rentable ou pas rentable. Mais en fait, il ne s'est pas vraiment posé la question, il l'a fait. Et puis, moi, j'aime bien aider ces gens-là parce que je vais les aider à sécuriser ou essayer d'aller à un deuxième et un troisième investissement de façon un peu plus, avec un peu plus de compétences, un peu plus de savoir, quoi. Et puis le troisième, c'est bon père de famille. La personne, elle s'informe, etc. Elle est capable de passer à l'action, à dérouler un plan. Mais par contre, la tolérance au risque est un peu plus faible. Et donc, voilà, en général, les gens qui sont, si vous m'écoutez et que vous pensez à l'immobilier, vous êtes sûrement dans une des 3 catégories d'en bas, là. Et si ça vous bloque, c'est qu'il vous manque une des 3 dimensions. Donc, essayez de vous dire, là, de vous poser et de dire, OK, moi, c'est quoi qui me bloque, c'est quoi qui me manque dans ces 3 dimensions. Ça, ce serait vraiment la première chose à faire pour se lancer, quoi. Toi, toi, tu as déjà commencé, François-Xavier, mais je ne sais pas si tu te situes plus dans une catégorie qu'une autre, plus un profil qu'un autre. Non, en fait, moi, je pense que j'aurais été sur la première ligne parce que, ou alors c'est le savoir. Je sais pas. En fait, c'est vrai. Je sais pas. Moi, je me serais mis sur la première ligne parce que j'ai une bonne tolérance au risque d'une manière générale et puis je pense avoir un petit savoir, même si dans l'immobilier, j'avoue qu'il est moyen. Mais je me serais mis en investisseur averti, moi, plutôt. Ouais, et je pense que c'est ce côté parce que, ok, en plus, ça, c'est un profil qui est. On parle de l'immobilier locatif, mais à part ça, tu investis aussi dans d'autres classes d'actifs. Donc, effectivement, Oui. tu vas être un investisseur averti. Donc, tu vois, moi, si je prends l'exemple de mes parents qui n'ont pas forcément investi dans le locatif, ils vont être plutôt dans la catégorie bon père de famille. Ok, ils ont acheté leur maison, ils ont investi dans des produits que la banque leur a dit d'investir, etc. Mais par contre, la tolérance au risque, elle est très faible. Et du coup, oui, ils sont restés avec peut-être ils ont fait un Pinel, quelque chose comme ça. Mes parents, ils n'ont pas fait de Pinel, mais voilà, on va être peut-être dans cette catégorie-là. Donc, déterminez, vous, chez vous, laquelle vous êtes. Et je vous assure que c'est vraiment ce qui va vous permettre à partir du moment où on sait où on en est, on peut se dire, OK, bon, voilà, je vais faire quelque part. Parce qu'il y a tellement de choses
à imaginer et dans lequel se lancer dans l'immobilier que si on n'a pas une grosse tolérance au risque, déjà on peut éliminer des pans du truc, quoi. On peut se dire, ok, j'arrête, je ne vais pas investir dans une petite ville, je ne vais pas investir dans de la location courte durée. Et pourtant, pour un autre profil, un naïf, lui, je vais lui dire ça, il va me dire, ok, vas-y, on y va, on fait du Airbnb, ou ok, moi c'est bon, je peux aller dans une petite ville, quoi. Et les deux sont possibles, il n'y a pas une chose meilleure que l'autre. C'est pour ça que vraiment c'est adaptable, quoi. Donc c'est pour ça vraiment la première grosse étape, quoi. Est-ce que ça passe? Est-ce que tu as des questions ou tu penses que ton audience aurait des questions sur ça? Non, je pense pas. Enfin, s'ils ont des questions, ils les poseront dans les commentaires et on verra si on peut y répondre. Mais non, moi, ça me paraît assez clair et je trouve ça plutôt sain, effectivement, que avant d'investir dans l'immobilier, les gens se posent la question de qui ils sont eux et leur tolérance au risque et les différentes et puis leur capacité à agir et puis leur connaissance. Donc non, c'est plutôt sain. Donc c'est pas mal. Donc, tu me permets d'aller à la deuxième étape, du coup, on sait où Allons-y, deuxième étape. Après, la deuxième étape, c'est à partir du moment où on sait qui on est, on sait où on est, où on se situe à peu près, c'est vraiment de dérouler ça en une stratégie, en fait, un petit peu comme si vous alliez voir votre conseiller de gestion en patrimoine qui va vous dire, voilà, par rapport à votre profil, machin, il y sera plutôt telle stratégie, tel produit, etc. Moi, ce que je recommande aux gens, c'est qu'au final, il y a possibilité de le faire par soi-même. Et le truc qu'il y a avec les conseillers en gestion de patrimoine, c'est qu'aussi, ils vont être très, très orientés par rapport aux produits qu'ils ont. Comme je l'ai dit, il y a des milliards de façons d'investir dans l'immobilier. Et donc, moi, ce que j'aime quand j'aide quelqu'un, c'est de te dire, OK, on a défini ça. Donc, est-ce que tu es plutôt grosse ville, petite ville? Okay, je sais que c'est un sujet qui revient souvent. Est-ce que tu es plutôt centre-ville, périphérie? D'ailleurs, pour les gens si vous nous écoutez, François-Xavier va mettre un petit lien. Je vais vous donner gratuitement des documents qu'on utilise en interne sur la liste des petites villes, des villes, dont des petites villes qui sont les plus pertinentes dans lesquelles investir. Oui, je mettrai un lien dans la description et puis je crois que c'est sur ton site, donc ils cliqueront puis ils iront directement sur ton site pour récupérer le document. Exactement. Donc, et il y a pas, excuse-moi, il y a pas un conseil générique pour tout le monde. Il vaut mieux investir dans une grande ville, dans le premier arrondissement à Paris, plutôt que quelque part à Béziers. Il n'y a pas de conseil qui s'applique à tout le monde, en fait. C'est grande ville, petite ville, c'est un peu au choix de la personne. Il n'y a pas de conseil général, d'après toi. En fait, un très bon exemple. Le fondamental, c'est toujours de vérifier la demande locative et d'analyser le marché, encore une fois, très local. Parce que je pourrais te dire d'investir dans telle grande ville, mais à côté d'un quartier malfamé, versus va investir dans le cœur d'une ville qui fait 5000 habitants, mais qui est hyper prospère, hyper riche. Tu vois, le même, du coup, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est quelle est la demande et quel est l'état de la demande locative et surtout premium, parce que si on fait des biens qui sont très bien rénovés, etc., il faut qu'en face, tu aies des gens qui puissent se payer ça. Donc, en fait, c'est plutôt valider sa demande locative par rapport aux produits qu'on veut faire. Donc, c'est pour ça que la taille de la ville, c'est pas forcément pertinent. Tout comme, en fait, ça se trouve, demain, tu veux plutôt vraiment de l'immobilier patrimonial. Et du coup, oui, tu vas aller dans une grande ville. Et je vais te dire, franchement, c'est très intelligent comme calcul. Tu veux plus de rentabilité parce que demain, tu sais que tu vas à la retraite et que tu veux te dégager des revenus tout de suite. En fait, fais quelque chose qui soit peut-être plus avec plutôt tourné rentabilité. C'est aussi fonction des objectifs de chacun à un moment donné. J'accompagne des gens, par exemple, qui se disent vouloir être en reconversion professionnelle. Donc, ils ont envie de quitter leur travail. En même temps, ils ont envie d'avoir quelque chose qui leur assure un petit revenu complémentaire ou en tout cas une fraction de leur salaire d'avant. Ok, on va plutôt aller sur quelque chose qui est un projet plus rentable à court terme, peut-être sur la location courte durée, peut-être sur la colocation. Effectivement, ça prend un peu plus mentalement, ça semble plus risqué, mais en fait, par rapport à son parcours de vie, est-ce que c'est plus risqué que de créer une startup, tu vois? Je pense pas, tu vois, dans les startups, le taux de mortalité après 3 ans, c'est 70%, je pense, quelque chose comme ça, ou même plus, 80%. Dans l'immobilier, en fait, tu fais ça, tu vas avoir un petit revenu, ok, tu vas peut-être pas gagner 1 million toujours, demain, tous les jours,
Et c'est pas ce que je veux vendre aux gens et c'est pas ce que je leur conseille d'imaginer. Ok, ça prend des efforts, ça demande de s'exposer un petit peu, mais le risque peut être très maîtrisé et finalement, avec un investissement qui est correctement maîtrisé, je dis pas qu'il y a 0% de chance que ça plante, mais le pire du pire, c'est que tu le revends et si tu l'as acheté avec une décote, bah, tu le revends au prix que tu l'as acheté, donc tu n'as rien perdu. C'est surtout ça, comme ça qu'il faut le voir. Donc, voilà, je suis pas pour dire la petite ville c'est mieux, la grande ville c'est mieux. Je suis pour te dire, ok, il y a un, c'est pas un, il y a un trilemme à essayer de résoudre. C'est l'emplacement avec l'exploitation que tu vas en faire. Donc, location meublée, location longue durée, location moyenne durée, location courte durée, colocation, un immeuble de rapport, un local commercial. Ça, c'est les modes d'exploitation et qui va aller aussi avec le type de fiscalité. Donc, en fait, à chaque fois, il faut voir les trois ensemble et c'est ça qui va te permettre de dire, OK, ce trilemme-là, il est plutôt cohérent. Par contre, l'un sans l'autre ne fonctionne pas, quoi. L'un sans les autres ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est vraiment son plan d'investissement personnel qu'il faut essayer de. Je sais que c'est pas facile, il y a tellement d'infos, mais déjà, si vous avez fait le travail d'au-dessus, bah, vous allez pouvoir vous dire, OK, je peux aller plutôt dans cette tendance-là. Et après, bah, tout comme toujours, hein, si vous avez besoin des fois, on a juste besoin que quelqu'un nous dise, OK, va vers ça, ça semble pertinent pour ton profil. Je mettrai juste sous les documents que tu vas partager, je mettrai un accès à mon numéro de téléphone. Comme ça, les gens, s'ils ont une question, ils pourront m'envoyer un WhatsApp. J'ai un problème, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Je répondrai sans aucun souci. Donc ça, c'est vraiment la deuxième partie stratégique. Ok, jusque-là, est-ce que ça te semble pertinent? Toi, je ne sais pas, par exemple, quelle était la stratégie que tu t'étais mis en tête ou aujourd'hui sur laquelle tu aimerais partir? Je ne sais pas si j'ai une stratégie. Moi, si aujourd'hui j'avais une stratégie, voilà, j'ai 47 ans, je commence à penser à la retraite. Donc, ma stratégie, si je devais investir dans l'immobilier, ça serait de trouver un bien locatif à acheter pour que dans, moi j'ai 5 ans, allez, on va dire 50 ans, donc dans 15 ans, il me rapporte un gros complément de retraite quoi, pour vraiment être tranquille dans 15 ans. Mm. Ok, bah donc là, ouais, tu as déjà une stratégie. Donc, potentiellement, en termes de l'emprunt, de la durée de l'emprunt que tu vas faire et de la fiscalité que tu vas avoir, que ce soit dans 15 ans, que ça te rapporte plus de revenus et que d'ici là, ça te coûte rien. Et bon, si ça te rapporte un petit peu Exact. d'ici là, pourquoi pas. Et potentiellement, bah, la plus-value, peut-être que ça peut être un critère pertinent, mais c'est pas que ça, quoi. On va Oui, non, dire, non, la plus-value, c'est pas forcément. Là, ouais, là, je pense, moi, dans un cadre retraite. Donc, parce que je vois, c'est les placements que je fais en ce moment, c'est cette idée-là. Donc, je me fiche de ce qui va se passer dans les 15 prochaines années, c'est pas mon problème. Enfin, c'est pas mon problème, je veux dire, c'est pas. t'as pas le contrôle Voilà. dessus. Ce que je veux, j'ai pas le contrôle dessus. Ce que je veux, c'est dans 15 ans avoir un complément de revenus. Et après que le bien prenne de la valeur, je dirais tant mieux, mais comme j'ai pas envie de le vendre, je veux un complément de revenu à ma retraite et que c'est Voilà. mes enfants après qui en hériteront, ils feront bien ce qu'ils veulent avec. Mon seul souci, c'est le complément de revenu, c'est pas la valorisation du patrimoine. Voilà. Exactement. OK, bah, voilà, tu vois, c'est exactement ça que vous devez faire les gens, se dire, «Quel est mon objectif? Quelle est mon étoile du Nord? Quel est mon objectif principal?» Et souvent, ça va se décanter, assez rapidement. Donc, moi, techniquement, là, je te dirais, bah, peut-être, essaie de trouver un petit immeuble, de rapport ou un bien qui va te permettre d'avoir du cash flow, dans 15 ans et même un petit peu d'ici là ou en tout cas qui soit autofinancé et je pense que c'est largement faisable, à trouver, quoi. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième partie. Et puis après, donc là, vous remarquez que jusqu'à maintenant, les 2 premières étapes que je vous dis, c'est vraiment purement de l'abstrait, ça reste dans nos têtes, quoi. Heu, mais vous vous rendez bien compte que l'immobilier, c'est, profondément de la relation humaine, profondément physique, profondément sur le terrain et si on prend, voilà, l'univers des actions, bah, effectivement, on rencontre jamais l'entreprise dans laquelle on va investir son argent. On peut tout faire, de façon virtuelle. On va dire le problème, mais aussi l'avantage de l'immobilier, c'est que c'est très humain et très, sur le terrain. Pourquoi je dis, l'inconvénient? Bah, c'est parce que, tout ce que comporte, la relation humaine, c'est des hauts et des bas, c'est des choses que tu peux un peu moins contrôler. Mais là où c'est un gros avantage, c'est que c'est beaucoup de gré à gré. Si tu t'entends bien avec,
le meilleur agent immobilier de la zone parce que tu lui as montré que toi, tu es hyper réactif, que tu as hyper envie, bah, il va te donner des choses à toi qu'il ne va pas donner à d'autres. Ce qu'on pourrait appeler en bourse un délit d'initié, bah, en fait, dans l'immobilier, tous les jours, il y a des délits d'initié. Et la seule manière de l'obtenir, c'est d'aller sur le terrain, quoi. Et effectivement, c'est ça aussi qui fait la force de l'immobilier. Pourquoi il y a des gens qui font des superbes affaires, voilà, on entend toujours, et c'est vrai, parce qu'il y a des délits d'initiés. Enfin, c'est pas un délit d'initié parce que c'est pas répréhensible par la loi, mais dans le fond, c'est exactement ça qui se passe. Donc, ce qu'il faut faire, bah, il n'y a pas de secret, hein, c'est que à un moment, moi, je peux bien vous vendre tout le rêve que vous voulez, que vous pouvez faire d'investissement, oui, c'est très bien. À un moment donné, il va falloir mettre un peu d'huile de coude. Tu peux afficher le petit dessin, c'est juste l'entonnoir des bonnes affaires. C'est-à-dire que si tu veux trouver quelque chose et signer quelque chose, il faut que tu passes par ces étapes de screener toutes les annonces qui passent et de façon le plus automatique possible, d'appeler, de faire des visites et après d'analyser et de faire des offres. Donc, les premières étapes, moi, je vous recommande d'y aller demain, si vous voulez investir dans l'immobilier, commencez par regarder les annonces, faites des appels et faire des visites. Ça n'engage vraiment à rien. Après, les étapes supplémentaires, ben en fait, au niveau de l'analyse et tout, apprenez au fur et à mesure que vous avez besoin de ces compétences. Analyser, ok, c'est bien, mais je rencontre tellement de gens qui sont des pros de l'analyse, ça fait 5 ans qu'ils regardent des biens immobiliers sur Le Bon Coin et qu'ils analysent tout dans les simulateurs, etc. Mais ils ne sont jamais allés faire de visite. Donc, au final, à quoi ça sert? À pas grand-chose. Donc, faites d'abord ça. Et puis, de toute façon, une analyse, vous allez vous rendre compte que, en fait, après avoir été voir le bien, c'est d'autres choses qui vont rentrer en compte. Et pareil, pour faire une offre, mais le prix affiché, dites-vous que c'est jamais le prix auquel vous voudrez l'avoir. Donc, il y a l'étape de négociation. Humainement, c'est difficile. C'est pour certaines personnes, notamment pour les profils des gens qui ont soit une pas très importante tolérance au risque ou qui n'ont pas trop confiance en eux, c'est difficile de négocier. Mais pourtant, bah, on peut le faire de façon plus pragmatique, de façon plus rationnelle, sans braquer les gens. Donc ça, c'est des compétences qui s'apprennent, mais n'attendez pas d'avoir tout ça pour commencer les étapes qui sont juste au-dessus, quoi. Donc voilà, clairement, moi, je ne veux pas vendre du rêve et dire, bah, en fait, il suffit de telle tactique, de tel truc. Il y a des choses qui vont être compliquées à faire. Il y a des choses qu'il faut se sortir de sa zone de confort. Mais c'est comme ça qu'on arrive à le faire, quoi. Donc, je suis désolé si je vous ai déçu à ne pas vous donner de tactique ou d'astuces, etc. Tout ça, ça vient après, mais uniquement si on a déjà fait les 3 premières étapes là. Se connaître, son profil, avoir une stratégie en place et puis après avoir commencé déjà à faire les efforts. Moi, il y a des gens qui viennent, oui Bruno, je veux que tu m'aides. J'aurais dit, est-ce que tu as déjà été voir ta banque pour savoir combien tu peux emprunter? Si c'est pas le cas, bah, déjà essaye de faire ça pour qu'on puisse partir sur une base. Parce que, ok, je vais te chercher quelque chose et on va t'aider à chercher quelque chose, mais si t'as pas le financement, en fait, tu as fait les choses dans le mauvais ordre, quoi. Donc, est-ce que tu as commencé à faire une ou deux visites? Non, mais juste essaie de faire une ou deux visites et tu vas avoir un ressenti. Et là, tu vas dire, ok, bah, vraiment, c'est trop pour moi, je me sens vraiment dépassé. Ok, là, on peut commencer, mais si t'as pas fait de visite, les gens tu vas venir avec plein d'illusions. Oui, mais c'est pas possible, c'est vraiment n'importe quoi le marché. Une fois que tu mets les pieds dedans, tu te dis, ok, bon, je vais peut-être un peu revoir mes ambitions. Ok, ça c'est peut-être pour une autre partie de la population qui, à force de voir des vidéos sur YouTube, se dit, ouais, c'est possible de faire, je sais pas combien de pourcents, de devenir rentier, d'avoir. Je dis pas que c'est impossible, mais la majorité des gens, la majorité des entrepreneurs n'est pas Mark Zuckerberg. Donc il y a des choses qu'ils ont fait, mais c'est difficilement reproductible. Donc c'est ça, il faut savoir où on se situe, c'est toujours le même point pour avancer concrètement et ne pas rester bloqué. Voilà, c'est un petit peu ça. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu aimerais dont je discute? Non, non, non. Donc les principes de base, si j'ai bien compris, c'est d'abord se connaître et savoir quel type d'investisseur on peut être. Donc là, il y a le petit schéma que tu nous as montré et que les gens peuvent venir regarder de nouveau dans la vidéo. Et puis connaître son marché, combien on peut, et puis sa capacité, évidemment, sa capacité d'emprunt, ça me semble net, et connaître un petit peu quand même son marché, son environnement pour savoir où on a envie d'investir, quoi. On est d'accord, c'est à peu Exactement. près ça la base. Et puis Ouais, son objectif, pardon, c'est ce que j'oubliais, son objectif. ouais, c'est ça. Ouais, si on peut reboucler avec le tout premier graphique que je t'ai montré, tout ce qu'on a dit, Ouais, en fait, ça va se reboucler avec ça. Les manières pour moi, la manière de bien investir, c'est de comprendre qu'il y a 3 dimensions d'enrichissement. Et donc, connaître son marché, c'est
c'est comme ça que tu vas permettre d'avoir une bonne décote et comme ça que tu vas pouvoir savoir quel type d'exploitation correspond à ton marché. Il y a la partie négociation qui va te permettre d'avoir aussi une décote et de pouvoir négocier correctement en fonction de la rénovation, etc. Et de négocier avec les artisans pour faire les rénovations les mieux possibles. Et puis, sur la partie financement, c'est tout ce qui est capitalisation en bas. Effectivement, les taux sont en moyenne à 2% aujourd'hui, par exemple, mais c'est sûr qu'on va essayer d'essayer de négocier au mieux avec la banque pour avoir un petit peu moins. On va essayer de négocier à la banque pour mettre un petit peu moins d'apport pour que cet effet de levier augmente. Donc, au final, c'est connaître son profil et après agir à chaque point là. Mais dans chaque point, en fait, je pourrais dire, il y a 1000 options dans chaque point. Mais c'est pas pertinent dans le sens, en fait, tu vois l'arbre de décision qui existe, il est donc achète un bien qui est décoté, fais la bonne exploitation, choisis la bonne fiscalité et puis sache te projeter dans des rénovations et dis-toi que tu vas faire un bien qui est à rénover, quoi. On va dire que si tu fais ça, tu vas dans 99% des cas faire une opération qui est maligne. Voilà. D'accord. Oui, puis après, l'aspect, est-ce qu'il faut acheter un appartement seul ou un immeuble de rapport ou des choses comme ça, ça c'est du cas individuel, quoi. Ça dépend vraiment de la personne, de son apport et de la façon dont elle est capable de gérer le stress. Exactement, exactement. C'est ça. Après, ouais, d'accord. Après, tous les autres conseils, en fait, découlent un peu de ce que tu nous as dit, et puis et c'est aux gens voilà, qui commencent déjà avec ses bases, et après, ils peuvent faire quelque chose dans l'immobilier. En fait, l'immobilier, c'est un puzzle qui est tellement complexe avec tellement de pièces que si déjà tu fixes pas une première pièce, donc là qui va être plutôt ton profil et ton envie, tout le reste va bouger. Si tu pars de la pièce, la fiscalité, en fait, tout va pouvoir bouger parce que la fiscalité, c'est pas un objectif en tant que tel. En fait, c'est juste un outil. Et donc, si tu te battes avec un marteau, tu vas avoir des clous partout. Donc, si tu pars avec l'idée, je veux faire telle fiscalité, tu vas voir que des choses qui sont liées à ça sans avoir vu tout ce qu'il y a à côté. Donc, il y a tellement d'options. Juste poser la première pièce, c'est savoir ton profil et quelle est la stratégie sur laquelle tu veux commencer à avancer. Et encore une fois, la stratégie sur laquelle tu veux commencer à avancer, elle peut évoluer dans le temps. Le meilleur parallèle que je fais toujours à mes élèves, c'est une entreprise. Tu vas faire ton business plan, donc le plan d'investissement que tu imagines, ta stratégie, c'est ça, c'est le business plan. Mais tu sais très bien qu'à un moment donné, ça va pivoter, ça ne va pas se passer exactement comme tu l'as imaginé. Mais c'est pas grave, au moins, tu as commencé avec ce fil directeur-là. Donc, c'est ce qui t'a permis de mettre le premier pas. Parce que sinon, tu peux avoir 10 000 idées. Tant que tu n'as pas mis quelque chose sur papier et commencé à faire le petit premier pas dans une direction, tu ne sauras jamais, tu resteras un entrepreneur rêveur, quoi. C'est vraiment ça. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Bruno Racco, donc, pour cette interview. Donc, je mets un lien vers le livre Les 107 principes immobiliers pour investir comme un pro dans la description. Je mets aussi un lien pour aller vers ton site et donc tous les autres documents là, que tu nous as montrés. Le document sur les principales, les villes les plus intéressantes pour investir. Je mets ça, je mets un lien pour qu'ils viennent le voir sur ton site. Merci beaucoup d'être venu, donc, et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et je vous dis à très bientôt.